Ça fait 15 ans que je viens. J'ai commencé dans le cadre de ma thèse, parce que j'ai fait ma thèse sur le début de l'élevage dans la Corne de l'Afrique, donc en Éthiopie, à Djibouti, au Somaliland. Et donc la première fois que je suis venue, c'était vraiment il y a 15 ans, en novembre 2000, pour participer à la fouille d'un site plus au sud, dans le Walaïta, dans les montagnes, et pour ramasser notamment, récupérer tous les ossements que j'ai étudiés après dans le cadre de ma thèse. Puis après, depuis, j'ai participé à je dirais une quinzaine de missions, enfin non, une quinzaine de projets différents en Éthiopie. Et donc je suis venue beaucoup, je suis venue 3-4 mois par an, quasiment depuis 15 ans. J'ai travaillé dans différentes régions du pays. Alors j'ai travaillé, en plus de la Corne de l'Afrique, depuis 10 ans après, je travaille en Égypte aussi. Toujours sur des sites préhistoriques ou prédynastiques, toujours sur la question un peu du début de l'élevage, qu'à la fois dans le désert, dans le Sahara, et à la fois dans le delta du Nil ou au bord de la mer Rouge. Et j'ai travaillé aussi, depuis 2 ans, je travaille aussi au Soudan et en Namibie, toujours sur ces questions du début de l'élevage. On cherchait des otolithes de poissons. Et en fait, on préparait un peu la mission ici, qui est pour nous un peu double. C'est qu'à la fois, on participe à la fouille, donc des sites préhistoriques, donc fin Pléistocène, début Holocène. Et on en profite également pour faire une collecte de poissons actuels, qui vont servir de référentiel pour l'étude des poissons qu'on trouve sur les sites archéologiques. Parce qu'en fait, en archéologie, on se sert de la technique de l'anatomie comparée. C'est-à-dire qu'en gros, on va comparer les os archéologiques avec des os modernes pour identifier de quelle espèce ils viennent. Donc il faut collecter ces poissons, notamment parce qu'en Éthiopie, qui a un environnement, des paysages et des environnements très particuliers, on a beaucoup ce qu'on appelle d'endémisme, c'est-à-dire des espèces qui n'existent qu'ici, qui n'existent pas ailleurs, et qui se sont développées par ces conditions un peu uniques des paysages éthiopiens. Et notamment au niveau des poissons, on a un certain nombre d'espèces et de genres qui n'existent qu'ici, et qui pour l'instant, au niveau ostéologique, donc au niveau des squelettes, n'ont jamais été collectés par personne. Donc il n'y a aucun musée d'Europe qui en a. Il n'y en a pas au musée d'Addis Abeba. Donc une des missions là, pendant ce séjour, c'est de collecter ces poissons, d'aller voir des pêcheurs, de faire bouillir les poissons, et là, comme je fais, de dépioter après, de récupérer tous les petits ossements qui vont nous servir après de matériel de comparaison. Et alors ce qu'on faisait aussi avec Lucie la semaine dernière, c'était qu'on récupérait les otolithes, qui sont des petites formations un peu comme de la pierre, d'ailleurs otolithe ça veut dire pierre-oreille, dans l'oreille interne des poissons. Et ce qui est intéressant, c'est que ces petits cailloux, ils grandissent comme des arbres en fermant des cernes tous les ans, ou biannuellement, selon le climat. Et la taille de la cerne et la composition chimique des cernes va varier en fonction de l'environnement, donc en fonction du taux d'oxygène dans l'eau. Et si on mesure après ce taux d'oxygène, en faisant plein de petits prélèvements sur ces otolithes, on peut voir les variations saisonnières, saison des pluies, saison sèche, etc. Donc là aussi, on fait des référentiels. Donc on va emmener des otolithes en France pour qu'ils soient analysés par une spécialiste de ces questions-là, avec qui je travaille, Élise Dufour, et qui va permettre de créer des référentiels. Et après, on va pouvoir comparer ça avec le même type d'analyse qu'on va faire sur les otolithes archéologiques. Voilà. Et donc, ce qui va nous permettre de savoir, en gros, à quelle saison les pêcheurs préhistoriques chassaient, un peu dans quel environnement, comment était l'eau du lac, si elle était plus ou moins salée, plus ou moins oxygénée. Et voilà. Donc, c'est surtout pour avoir des informations d'ordre environnemental, en fait, et puis comportemental, pour savoir quand les pêcheurs pêchaient, enfin, quelle saison, et donc, de fait, un peu quand ils occupaient les sites aussi. Oui, mais ça, c'est, je pense, pour toutes les missions archéologiques, surtout à l'étranger, où on arrive dans des environnements, chez des gens, dans des cultures qui ne fonctionnent pas comme nous. Il faut évidemment savoir s'adapter. Après, nous, la méthodologie qu'on applique là, pour les poissons est connue et bien établie ailleurs. Mais pour ces espèces-là, effectivement, c'est la première fois que c'est fait. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on n'avait jamais collecté ici, donc on ne savait pas bien comment les relations allaient se passer avec les pêcheurs, comment ils pêchaient, puisque en fait, en fonction des techniques de pêche actuelles, ça va aussi limiter notre accès à tous les poissons du lac. Par exemple, on a appris hier à Longano que les pêcheurs, donc un lac qui est à côté d'ici, que les pêcheurs ne pêchaient à la sède au bord de la rivière. Donc, ce qui veut dire que les espèces qui vivent vraiment au milieu du lac en eau plus profonde, on ne va pas forcément les récupérer.
Donc ça, il faut s'adapter à ça, envisager pourquoi pas soit d'embaucher des pêcheurs pour qu'ils aillent plus loin, soit pourquoi pas de proposer à un pêcheur français de venir pour essayer de pêcher les espèces qui nous intéressent. Voilà, ça, c'est encore à réfléchir. Mais là, cette année, comme c'est la première fois qu'on le fait, effectivement, il y a un côté un peu mise en place du protocole et découverte de l'environnement et des possibilités de travail. Alors, je pense que les vocations sont déjà créées, puisque la plupart, enfin, quasiment tout le monde ici est déjà bien impliqué en archéologie. Mais c'est vrai que c'est très formateur pour les étudiants. Par exemple, Lucie, qui commence sa thèse, enfin qui est depuis 1 an en thèse, c'est sa première mission en Éthiopie. Moi, je suis sa co-directrice avec François. Et notre rôle aussi, c'est de lui faire découvrir ici le pays, les conditions de travail, les sites archéologiques, et de l'entraîner à faire tout ce travail de collecte de poissons. Donc oui, il y a un rôle de formation qui est, mais je pense qu'il est quasiment dans toutes les missions, puisqu'on essaye à chaque fois d'avoir des gens un peu plus expérimentés, et puis des jeunes qui vont apprendre le métier. Moi, j'ai fait comme ça aussi. Et ça se fait, oui, mais c'est une partie très importante. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens, même dans la mission, qui travaillent exclusivement sur l'Afrique. Je crois qu'il n'y a que Clément et moi. Et maintenant Lucie qui commence sa thèse. Mais c'est vrai que beaucoup d'archéologues en France ont commencé sur du matériel français et ont ajouté, on va dire, à leurs compétences, à leur intérêt, les questions africaines. Mais travailler exclusivement en Afrique, c'est compliqué parce que on est très dépendant de beaucoup de facteurs qui sont en dehors de notre maîtrise, comme les conditions géopolitiques selon les pays, les conditions même environnementales dans les zones très sèches ou difficiles d'accès. Et donc, ce qui fait que chaque mission est un peu compliquée. Et donc, voilà, c'est plus difficile de travailler ici. Et finalement, il y a assez peu de gens qui ne font que ça. Moi, j'ai la chance en fait de faire une spécialité qui est assez peu développée en Afrique. Et donc d'être sollicitée par beaucoup d'équipes différentes qui vont me demander mes services. Et ce qui fait que personnellement, j'ai pas trop à m'inquiéter sur justement l'organisation des missions, les côtés logistiques ici qui peut être difficile. Mais voilà, donc j'ai pu me spécialiser uniquement sur l'Afrique, un peu grâce à ça aussi. Alors ça, c'est variable, ça dépend des périodes. Moi, je travaille effectivement là beaucoup sur les poissons, notamment avec Lucie, puisque c'est le sujet de sa thèse. Personnellement, je travaille plus sur les mammifères. En fait, c'est clair, l'archéozoologie, donc c'est l'étude des restes d'animaux retrouvés en contexte archéologique, donc utilisés, consommés par l'homme. Et en gros, 90% du cas, on étudie des vieilles poubelles. C'est-à-dire que c'est les restes de ce que les gens ont mangé. Et comme dans la plupart des pays, ils mangent principalement ce qu'on appelle des ongulés, c'est-à-dire des animaux avec des sabots, et principalement des bovidés et des cervidés. Alors, des cervidés, il n'y en a pas en Afrique, donc ils vont consommer principalement des bovidés. Et des bovidés, ça va être tout ce qui est gazelle, antilope, et il y a une très très grande diversité en Afrique. Donc c'est ça là-dessus. C'est beaucoup là-dessus que moi je vais travailler. Et après, quand on est là sur les sites sur lesquels on travaille actuellement, donc on est dans une période très ancienne, donc il n'y a que des animaux sauvages. Mais après, il y a toute la question aussi du début de l'élevage, donc qui concerne encore une fois des bovidés, le mouton, le bœuf, chèvre. Et là encore, on va essayer de comprendre comment les gens ont commencé à élever, selon quelle stratégie, si je puis dire. C'est-à-dire, est-ce qu'ils élèvent les animaux pour la viande, pour le lait ça va entraîner des gestions de troupeaux un peu différentes. Et puis, comment ils les consommaient. Voilà. Donc, en fait, à chaque fois, les os, c'est principalement du bovidé, domestique ou sauvage, et qui vont nous renseigner un peu sur les modes de consommation des gens. Et puis aussi, quand c'est de la pêche, sur les lieux de chasse, les saisons de chasse. Et combiné avec les outils en pierre, on essaye de reconstituer un peu les modes de vie des gens. Exactement, parce qu'en fait, le principe, c'est qu'on va, dans l'air, dans l'atmosphère, on a évidemment beaucoup d'oxygène. Et l'oxygène classique, normal, c'est de l'oxygène 16. C'est-à-dire qu'on a 8 protons, 8 électrons, 8 neutrons. Et dans les isotopes, on va avoir une variation du nombre de neutrons. Et donc, un des isotopes sur lesquels on travaille, un isotope stable, c'est l'oxygène 18, où il a en plus deux neutrons. Et ce taux d'oxygène 18 va varier dans l'eau et dans l'atmosphère en fonction des saisons. Et dans l'eau de pluie, en fait, notamment.
Et donc en fait, ce taux d'oxygène 18 par rapport au taux d'oxygène 16, ce rapport va varier. Il va descendre quand c'est plutôt la saison sèche, quand l'eau va être un peu plus concentrée, et il va augmenter quand on est en saison des pluies, où il y a plus d'eau. Et donc en fait, en étudiant un peu ces variations, on va pouvoir comprendre un peu à quel moment les poissons ont été pêchés, et donc à quel moment les gens les ont pêchés et éventuellement ont occupé le site. Parce qu'on peut imaginer que ces sites n'étaient pas occupés toute l'année. Souvent, c'est des gens qui sont assez mobiles pour pouvoir profiter de différents types de ressources. Et donc, s'ils ne venaient que saisonnièrement, déterminer à quel moment ils pêchaient, ça peut déterminer la saison d'occupation du site. De manière générale, la géologie et la géomorphologie sont indispensables à un site archéologique pour comprendre la formation du site, parce que tous les artefacts qu'on trouve sont intéressants à replacer dans un environnement, dans un paysage qui a évolué en fonction du temps. Mais alors, particulièrement ici dans la vallée du Rift, qui a une histoire géologique, environnementale et climatique très complexe, c'est absolument indispensable. Je pense qu'on perdrait la moitié des informations si on n'avait pas ce travail de Laurent et de Romain. Notamment parce qu'ici il y a beaucoup de volcanisme, il y a eu des phénomènes fluviatiles et lacustres très importants. Donc tout ça a complètement modelé le paysage et même déterminé les couches qu'on fouille, puisque les couches anthropiques sont scellées à chaque fois par des épisodes, soit volcaniques, soit lacustres. Donc non, c'est vraiment indispensable. Et en plus, je trouve particulièrement intéressant de les voir parler, de les voir devant un paysage actuel, essayer de reconstituer et de nous décrire tout ce qui a pu se passer, tout ce qui a pu y avoir. Et ils le font de façon très, très vivante, quoi. Donc on s'imagine vraiment très bien comment ça a pu être à l'époque où les gens ont occupé le site. Déjà, moi, quand j'ai commencé à venir il y a 15 ans, il y avait déjà une très forte anthropisation dans la vallée du Rift, donc déjà beaucoup de monde, beaucoup de champs. Tous les animaux sauvages ont disparu puisque l'homme est en compétition avec eux, donc il ne les chasse pas forcément, mais comme il réduit leur habitat, les animaux sauvages ne peuvent plus vivre. Donc tout ce qui est gazelle, antilope, même girafes, zèbres, etc., ont plus l'espace vital. Mais là, ce qui se passe depuis une dizaine d'années en plus, et ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'il y a tout un système de mise en place commercial de serres, notamment pour les fleurs, pour des légumes, donc d'exploitation intensive des territoires, qui à la fois pompe énormément d'eau et en plus dégrade les sols, puisque utilisation de produits chimiques, etc. Donc en fait, l'État éthiopien loue ces terres pour des étrangers qui ne respectent pas du tout l'environnement. Et donc je pense que sur le court terme, ça doit les arranger, notamment parce qu'ils emploient des gens locaux, etc. Mais sur le long terme, c'est un vrai risque pour l'environnement éthiopien, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus d'eau, en plus dans un contexte quand même de réchauffement climatique, une forte dégradation des sols, pollution des sols, dans une ou deux générations, comment vont vivre les gens s'ils n'ont plus de ressources pour faire pousser leur nourriture, pour boire, pour manger, etc. Donc ça, là-dessus, je suis assez inquiète. Comme à peu près dans tous les pays, c'est-à-dire que déjà pour pouvoir travailler ici, il faut une autorisation du gouvernement, du ministère de la Culture, ce qui est tout à fait normal puisque c'est leur patrimoine. Et en plus, ils nous assignent des personnes du Musée national d'Éthiopie, donc de l'État central, et aussi des représentants des régions, parce que l'Éthiopie est un État fédéral, et donc il doit y avoir des représentants régionaux aussi. Donc ici, nous sommes dans la région Orominia, donc il y a aussi des représentants régionaux. Et ces gens nous accompagnent, certains sont formés à l'archéologie, donc cette année, on a la chance d'avoir un représentant national qui a été étudiant et qui a travaillé sur les sites qu'on fouille, ou les sites voisins en tout cas de ce qu'on fouille actuellement, donc il connaît particulièrement bien les problématiques et il participe activement à la fouille. Mais voilà, donc leur rôle, en plus éventuellement de participer à la fouille, c'est vraiment ce qui est normal d'ailleurs, d'encadrer un peu la mission, de nous aider aussi éventuellement avec les gens chez qui on travaille, enfin les habitants des zones où on travaille, et puis de surveiller ce qu'on fait aussi, ce qui est normal, c'est leur patrimoine. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Mais ça, dans tous les pays, c'est la même chose. Je ne sais pas comment, c'est difficile à dire parce que je pense que à la fois d'un côté ils nous prennent pour des fous, je pense clairement, vu ce qu'on fait. Après c'est difficile il faudrait faire plus ce travail, j'espère qu'on arrivera à le faire à la fin un peu du projet ici, mais de restitution. C'est-à-dire d'aller dans les villages et d'expliquer ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, de l'expliquer en oroménien, donc dans la langue locale que nous on ne parle pas, mais il faudrait que quelqu'un dans la mission puisse l'expliquer pour qu'ils comprennent un peu ce qu'on fait. Et en plus, qu'ils apprennent eux-mêmes à protéger leur patrimoine. Parce que c'est leur patrimoine.
Donc ça, je pense que ce sera un travail important à faire, parce que pour l'instant, je pense qu'ils ne comprennent pas du tout, enfin très peu ce qu'on fait, pourquoi on ramasse les cailloux. Et même, on a vu hier des gamins qui ont ramassé des obsidiennes, des outils donc en pierre, autour des zones qui étaient en surface et autour de zones où on travaillait, et qui nous les ont ramenés. Je pense qu'ils voulaient nous faire plaisir, ils voulaient aussi qu'on leur achète. Mais maintenant, il faut leur dire que non, surtout, il ne faut pas ramasser ces choses-là, parce qu'on perd le contexte archéologique, on perd peut-être la découverte d'un site. Donc, mais ça, c'est un vrai travail d'éducation qui reste à faire. Et j'espère qu'on pourra le faire l'année prochaine peut-être, ou au fur et à mesure. Il y a eu, alors ça arrive aussi malheureusement fréquemment, dans tous les pays, hein, parce que beaucoup, comme justement les gens ne savent pas ce qu'ils font, ils se disent que forcément des Blancs qui font des milliers de kilomètres, qui dépensent autant d'argent pour venir chez eux, c'est qu'on cherche des trésors, forcément. Et alors je ne sais pas quelle forme exactement ils imaginent, mais en tout cas pour eux ça doit forcément être précieux, et donc avoir une valeur financière. Et donc hier, il y a un gamin effectivement, qui a très dégradé le site où fouille Katia. Et c'est malheureux, on a perdu une partie du matériel, une partie du site. Donc c'est très dommage, mais ça, ouais, ça arrive dans quasiment tous les pays où j'ai travaillé. C'est arrivé aussi bien en Égypte, à Djibouti, en Somalie. Voilà, ça arrive toujours. Alors parfois, en Égypte, c'était plus des professionnels, des pillards qui vraiment... Eux, c'est même pas la peine de leur... Enfin, eux, ils savent très bien ce qu'on cherche. Et donc ils venaient... en connaissance de fait. Mais là, ici, les enfants, donc je pensais juste un manque d'éducation. Mais bon, ça viendra. Au départ, il y a 15 ans, quand je suis venue, ça a été assez violent, le choc, de voir, donc, par rapport aux conditions de vie que je connaissais, qui étaient évidemment très privilégiées, de voir ici comment les gens vivaient. Je me souviens que les premières fois où je travaillais au musée à Addis Abeba, j'étudiais mes ossements archéologiques toute la journée, et le soir je sortais. Le musée est à côté d'une grosse église, et donc il y a beaucoup de mendicité. Et à l'époque, il y avait en plus beaucoup de cas de lèpre, d'éléphantiasis, de polio, donc des déformations quand même assez sévères. Et on voyait les mendiants dans la rue. Et c'est vrai que ça pose des questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais à étudier mes nonos, alors quelque part que tout le monde s'en fout. Et qu'il y a des gens qui, en bas de là où je travaille, crèvent ou souffrent. Donc après... je pense qu'on ne peut pas tous devenir médecins pour des ONG, et que ce n'est pas le but non plus. Après, je pense qu'il faut avoir des actions un peu locales, ou aider des familles, aider des gens. Voilà, faire une aide à chaque fois qu'on vient, dans la mesure des possibilités, ne serait-ce qu'embaucher les gens quand on travaille chez eux, pour au moins donner un salaire. Et puis après, moi, là aussi où ça a été intéressant, c'est que j'ai vraiment réalisé concrètement, on le dit toujours, mais là concrètement, que la notion de richesse économique et de bonheur évidemment ne sont pas liées, quoi. Alors c'est facile de dire ça, et je ne dis pas ça pour me déculpabiliser, mais il y a une notion aussi où il ne faut pas forcément vouloir imposer le modèle occidental partout, tout le temps. Ça ne rendra pas les gens plus heureux, voire au contraire. Et à côté de ça, après, les premières fois aussi où je revenais en France, j'étais assez en colère par rapport justement aux gens qui se plaignent tout le temps, que le métro ne marche pas, que tout est trop cher, qu'ils doivent attendre, je sais pas, faire la queue à la poste, je sais rien. Et les gens ont facilement tendance à râler. Et c'est vrai que quand on a vécu, quand on vient régulièrement ici, qu'on voit la façon dont les gens vivent, et qui peuvent être aussi heureux de cette façon-là, ça remet un peu les choses en place. Et ça permet aussi vraiment d'apprécier la chance qu'on a quand même d'avoir un confort matériel, sanitaire dans nos pays, parce que c'est surtout ça en fait l'important à développer ici, ce serait les conditions sanitaires, les conditions d'hygiène, l'accès à l'eau. Là, il y a un vrai encore gros travail à faire. Mais voilà, donc ça permet un peu de relativiser nos vies et la chance qu'on a de vivre comme on le fait. Donc en résumé, l'Éthiopie t'a-t-elle transformée et construite? Elle m'a transformée en partie, oui. Elle m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. En fait, mais je pense que c'était un peu ça que je cherchais aussi en voulant travailler en Afrique. C'était pas uniquement découvrir des vieilles cultures du passé, c'était aussi découvrir d'autres cultures actuelles, d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser aujourd'hui. Et ça, entre l'Éthiopie, Djibouti, aussi où j'ai beaucoup travaillé, même la Somalie, j'ai découvert des gens très très différents et d'autres façons complètement de vivre. Et ça fait beaucoup de bien. Je pense. Personnellement, c'est extrêmement enrichissant.
Dans les années à venir, sur le plan archéozoologique, tu as une idée, tu as quelque chose que tu voudrais développer? Plein, un peu trop. Pour l'instant, je suis très contente de pouvoir participer à pas mal de missions différentes. Il y a un côté un peu frustrant parce que je ne peux pas me focaliser sur une zone en particulier, mais il y a un côté aussi très différent, très intéressant d'avoir une grande diversité de situations différentes et de cas différents et de cultures différentes archéologiques. Donc pour l'instant, je voudrais continuer ça et peut-être après, je sais que dans le nord de l'Éthiopie, on a beaucoup besoin de fouilles parce qu'on ne connaît vraiment rien. Donc peut-être éventuellement dans quelques années prendre un site, la direction d'une mission comme le fait ici François, mais plus dans le nord. Voilà. Donc ça sera les projets à venir. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Pas du poisson.